Au bord silencieux du lac Cuivienen, avant même que le soleil n'existe, les premiers elfes s'éveillèrent. Ils ne connaissaient encore ni le langage ni la peur, seulement ce frisson ancien qui traverse le monde lorsqu'une conscience ouvre les yeux pour la première fois. C'est là, dans cette obscurité originelle, que les Valar les découvrirent et leur tendirent une promesse. « Venez à l'ouest, là où la lumière des deux arbres baigne tout ce qu'elle touche. » Mais incluso entre los recién nacidos de Arda, el destino ya separaba los caminos. Algunos sintieron en esa llamada algo parecido a un hogar perdido, otros una invitación demasiado misteriosa para confiar en ella. Y cuando llegó el momento de decidir, la discordia dividió a aquel pueblo aún joven. Unos emprendieron el largo viaje hacia Valinor y otros se quedaron. Ceux qui refusèrent de vaincre les avaries, les renouantes, non pas des elfes corrompus, ni des êtres sombres par nature, mais des voix libres, méfiantes envers toute forme d'autorité, même celle des puissances immortelles. Ils choisissaient la nuit d'Arda plutôt que la splendeur promise. Un choix qui, sans qu'ils le sachent, allait marquer leur destin pour des millénaires. Pour comprendre qui étaient réellement ceux que l'on appelle les Dark Elves, il faut d'abord se libérer d'un malentendu très moderne. Tolkien, malgré la puissance évocatrice de cette expression, ne l'a presque jamais utilisée dans un sens moral. Sombre, chez lui, ne signifiait pas corrompu ni malveillant, encore moins allié de l'ombre. Le mot renvoyait à quelque chose de beaucoup plus simple, presque innocent, l'absence de lumière. Plus précisément l'absence de la lumière incomparable des deux arbres de Valinor, que seuls virent les elfes ayant accompli la grande marche vers l'ouest. Les autres, ceux qui restèrent dans la terre du milieu, plongés dans la clarté changeante des étoiles, furent appelés les Moricondis, les elfes de l'ombre. Un titre poétique mais jamais infamant. Au sein de ces Moricondis, plusieurs lignées se mêlaient et se séparaient, car l'histoire des elfes n'est jamais un fleuve tranquille, mais une mosaïque de décisions, d'hésitations et d'exil. Les avaries, les renuants, formaient le premier et le plus radical de ces groupes. Ils avaient refusé l'appel des Valar non par ignorance, mais par volonté farouche de rester maîtres de leur chemin. Pour eux, la lumière venue de l'Ouest n'était pas une promesse, mais une énigme. Certains craignaient d'être emportés loin des terres qui les avaient vus s'éveiller. D'autres percevaient dans la voix des puissances un souffle d'autorité qui éveillait leur méfiance. Ainsi, ils demeurèrent dans les terres originelles, libres, mais aussi condamnés à un isolement croissant à mesure que leurs frères poursuivaient la route. Plus tard, un autre groupe rejoignit presque involontairement le domaine des Moricondis, les Nandor. Ceux-ci n'étaient même pas des renuants, mais des voyageurs dont la fidélité à la Grande Marche vacilla quelque part le long du chemin. Ils avaient commencé le voyage vers l'ouest, puis, à l'approche des montagnes de brume, l'immense barrière de pierre qui déchirait le continent, leur courage ou leur curiosité se dissipa. Beaucoup préférèrent de suivre les paysages du long fleuve Anduin, attirés par la douceur des vallées et le murmure des eaux, plutôt que par la lumière lointaine de Valinor. De cette décision naquirent des lignées entières, dont les Lécandis du Ossirian, les elfes verts, au regard clair comme l'eau des rivières. Il existait encore d'autres groupes, moins unifiés, moins connus, qui s'étaient attardés sur les chemins ou avaient bifurqué en silence. Parmi eux, certains rejoignirent les Sindar sous l'autorité de Thingol. D'autres restèrent cachés dans les forêts profondes de l'Est, où leur histoire se mêla peu à peu au bruit du vent et aux récits que plus personne ne raconte. La terre du milieu, dans toute sa vastitude, devint leur demeure permanente, tandis que leurs cousins de l'Ouest vivaient sous la lumière sacrée. Ainsi prit forme la grande division des elfes. D'un côté, les Calaquendi, ceux qui avaient vu la lumière des arbres. De l'autre, les Moricondis, ceux qui ne l'avaient jamais contemplée. Cette distinction, essentielle pour les érudits d'Arda, ne définissait pas la vertu ni la valeur.
Elle marquait plutôt une différence d'expérience, presque de perception du monde. Les Kalakandi portaient en eux un éclat que la simple lumière des étoiles ne pouvait engendrer, un souvenir qui façonnait leur puissance artistique et spirituelle. Les Morikandi, eux, avaient grandi dans les ombres naturelles de la terre du milieu, dans le rythme silencieux des forêts, dans le crépuscule primordial. Leur art était différent, plus discret, peut-être moins immortalisé dans les champs, mais non moins réel. Les Avaris restaient les plus mystérieux de tous, dispersés en d'innombrables clans, parlant des dialectes qui se transformaient au fil des âges. Ils échappèrent à la grande chronique des Eldar. Leur nom, remuant, finit par devenir un symbole, celui d'un peuple qui suivait un chemin parallèle, ni meilleur ni pire, mais simplement autre. Et dans cette altérité reposait la nuance la plus subtile. Les Dark Elves n'étaient pas des créatures obscures, mais des enfants des étoiles, qui avaient choisi l'ombre naturelle d'Arda plutôt que la lumière façonnée par les puissances. C'est cette décision fondatrice, rester plutôt que partir, qui leur donna leur identité et celle à leur place dans la longue hiérarchie elfique. Non en bas, mais à part. Non diminué, mais différent. Une branche entière de la famille elfique écartée non par défaite, mais par choix. Et comme souvent en terre du milieu, les choix silencieux sont ceux qui résonnent le plus longtemps. Après leur séparation d'avec les autres lignées elfiques, les Avaris s'enfoncèrent dans un mode de vie que peu d'histoires ont su saisir. Ils n'avaient ni royaume éclatant comme les Noldor, ni grande citadelle forestière comme les Sindar. Leur monde était celui des clairières silencieuses, des ombres mouvantes et des routes qu'aucun cartographe n'a jamais tracées. Les Avaris vivaient souvent en petits groupes nomades, suivant le cycle des saisons plutôt qu'un quelconque ordre politique. Ils ne laissaient derrière eux que des traces légères, un feu éteint, un chant murmuré, quelques runes gravées dans l'écorce. Leur culture intime et fugitive était faite pour se transmettre par la voix plutôt que par la pierre. Ils portaient avec eux une mémoire farouche, celle de leur refus originel. Leur choix de rester en terre du milieu ne s'éteignit jamais réellement et devint avec les siècles une sorte de fondation spirituelle. Les Valar, dans leurs récits, n'étaient pas les guides bienveillants que l'on retrouve dans les chants des Kalakandi, mais des puissances lointaines dont l'intention demeurait incompréhensible. Beaucoup d'Avaris racontaient que la voix venue de l'Ouest avait, dès le début, résonné comme une injonction plus que comme une invitation. Dans cette méfiance se mêlait un instinct profond, la peur de perdre leur libre arbitre. Ils craignaient, plus que tout, de devenir les serviteurs involontaires d'un ordre qu'ils n'avaient pas choisi. Cette attitude forgea une relation au monde très différente de celle de leurs frères voyageurs. Là où les Eldar partis pour Aman cherchaient la lumière parfaite, les Avaris apprirent à écouter les nuances de l'obscurité naturelle. Ils connaissaient la forêt mieux que quiconque, les chemins des animaux, les herbes qui guérissent, les murmures d'une rivière lorsqu'elle annonce l'orage. Leur savoir immense mais diffus était rarement consigné. Ils transmettaient la connaissance comme on tisse un fil ténu, de mémoire en mémoire, de nuit en nuit, autour d'un feu caché au fond d'une vallée. Et parce qu'ils vivaient loin des grandes chroniques, beaucoup de leurs enseignements se perdirent avec le temps, dilués dans les millénaires. Les Avaris entretenaient également une relation particulière avec les légendes, non pas celle des grandes batailles ou des héros célébrés par les harpistes, mais des récits plus anciens, presque primitifs. Ils parlaient de créatures qui habitaient les forêts avant même leur éveil, d'esprits de la terre et de l'eau que les autres elfes avaient oubliés. Certaines de ces histoires contenaient des bribes de vérité, d'autres n'étaient que des métaphores pour exprimer la fragilité de l'existence en des temps où la nuit pouvait encore avaler un clan entier sans laisser de traces. Leur mythologie n'exagérait pas la grandeur, elle recherchait l'équilibre avec un monde toujours plus vaste qu'eux. Cette vision façonna leur lien avec la nature.
Les Avaris ne se considéraient donc pas comme les maîtres de leur environnement, mais comme ses hôtes attentifs. Ils adaptaient leur village temporaire au rythme des arbres, se déplaçaient lorsque la forêt commençait à se refermer ou lorsque les ombres devenaient trop lourdes. Ils pratiquaient un art discret, presque minimaliste, sculpture légère, motifs de feuillage, bijoux que l'on ne distingue que lorsque la lumière les frôle. Là où les Noldor façonnaient la lumière et le métal, les Avaris façonnaient l'éphémère. Mais leur plus grande particularité fut sans doute leur fragmentation. Au fil des siècles, le peuple des Avaris se divisa en une multitude de clans indépendants, chacun développant ses propres traditions, ses dialectes, ses rituels. Certains clans disparurent vers l'est, au-delà des terres connues, là où même les cartes elfiques se brouillent. D'autres se mêlèrent à des populations locales, fondant des communautés hybrides dont l'identité s'effaça progressivement. Quelques groupes restèrent proches des Sindar, mais sans jamais s'allier pleinement à leur royaume. Cette dispersion extrême fit des Avaris un peuple presque impossible à saisir dans son ensemble, une constellation de petites cultures, chacune façonnée par la terre qu'elle habite. Ainsi, la vie des Avaris demeura une énigme, non par manque d'importance, mais parce qu'ils avaient choisi la discrétion plutôt que la gloire, la liberté plutôt que la splendeur. Ils devinrent les gardiens involontaires des mystères les plus anciens de la terre du milieu, ceux qui se murmurent encore dans les sous-bois lorsque la nuit tombe. Leur histoire, fragmentée, fragile, ressemble à un sentier qui serpente entre les arbres. Il ne mène peut-être nulle part, mais chaque pas raconte quelque chose que personne d'autre n'a su voir. Lorsqu'on tente de retracer les traces laissées par les Avaris dans l'histoire de la Terre du Milieu, on découvre un paradoxe singulier. Ils sont partout mais toujours en retrait. Jamais absents mais rarement visibles. Leur chemin croisa celui des Sindar, des Noldor et de bien d'autres peuples. Pourtant leur présence demeure comme une empreinte légère effacée par les récits qui privilégient les rois, les citadelles et les grandes batailles. Eux, qui n'avaient ni royaume ni chronique officielle, avancèrent à travers les âges comme des ombres familières, témoins silencieux des événements qui secouaient le monde. Les premiers contacts entre les Avaris et les Sindar eurent lieu bien avant l'arrivée des Noldor en Beleriand. Les Sindar voyaient en eux une énigme, des elfes qui parlaient des dialectes étranges, porteurs d'une mémoire qui remontait jusqu'à Cuiviénen, mais dépourvue de tout désir d'allégeance. Certains échanges furent paisibles, troc de techniques, de plantes, de récits étouffés par le temps. D'autres furent marqués par une défiance mutuelle car les Avaris craignaient d'être absorbés dans les royaumes organisés que les Sindar tentaient de bâtir. Pourtant, malgré ces tensions, une forme de coexistence discrète s'installa dans de nombreuses régions frontalières où les deux peuples se croisaient sans jamais vraiment se rejoindre. L'arrivée des Noldor marqua un tournant plus brusque. Pour les Avaris, ces seigneurs revenus de l'ouest, baignés dans la lumière des arbres et porteurs de flammes nouvelles, semblaient presque d'une autre nature. Leur allure, leur savoir, leur détermination flamboyante suscitaient autant l'admiration que l'inquiétude. Les Avaris observèrent ces exilés depuis l'ombre des forêts, remarquèrent leur orgueil, leurs querelles internes et la tempête de vengeance qu'ils apportaient avec eux. Certains groupes établirent un contact prudent, d'autres se retirèrent encore davantage, redoutant que ces événements ne soient que les prémices d'un bouleversement qu'ils ne souhaitaient pas affronter. Et ils avaient raison d'être prudents. La première âge fut une époque de guerre colossale, trop vaste pour qu'un peuple fragmenté comme les Avaris puisse s'y engager pleinement. Pourtant, leur participation indirecte fut réelle. Ils servirent parfois d'éclaireurs pour des seigneurs sindarins, révélant les chemins cachés des forêts. Certains clans accueillirent fugitivement des rescapés des batailles contre Morgoth, leur offrant abri avant de disparaître à nouveau. Ils connaissaient mieux que quiconque les zones liminales où la guerre ne s'aventurait pas
et cette connaissance fit d'eux des guides occasionnels, même si l'histoire ne retint presque jamais leur nom. Mais les grands affrontements de la Premier Âge eurent un effet dévastateur sur leur répartition. À mesure que les armées de Morgoth étendaient leur influence, que les feux des Balrogs et les ombres des dragons dévoraient les vallées, les Avaris furent poussés vers des terres plus lointaines, là où la guerre n'avait pas encore dessiné ses lignes. Chaque avancée des ténèbres ou des royaumes en lutte resserrait leur espace de vie. Certains clans reculèrent vers l'est, au-delà des montagnes et des fleuves que les chroniques occidentales ignorent presque totalement. D'autres se dispersèrent dans les forêts profondes qui deviendraient plus tard des régions telles que Verbois ou Rovagnon, sans jamais y établir de présence durable ni visible. Cette marche forcée vers l'ombre contribua à leur effacement progressif. Là où les Noldor érigeaient des forteresses et où les Sindar bâtissaient des royaumes mémorables, les Avaris ne laissaient que des traces impermanentes. Une clairière abandonnée, une pierre gravée, un chant que seul le vent pouvait encore répéter. Leur disparition n'est pas celle d'un peuple vaincu, mais celle d'une culture qui refuse de s'enraciner aux mêmes endroits que les autres. À chaque époque, ils glissaient un peu plus loin, comme si la terre du milieu elle-même se chargeait de les recouvrir d'un voile. Lorsque les chroniques de la terre du milieu s'épaissirent, remplissant les livres des hauts faits des rois, des batailles et des alliances, les Avaris furent relégués au rang de notes en marge. Leur nom apparaissait parfois comme un murmure, mais jamais avec la clarté réservée aux grands protagonistes. Leur histoire, dispersée en centaines de petites trajectoires, était difficile à saisir dans un seul récit, et parce que les peuples qui écrivent l'histoire sont ceux qui bâtissent des royaumes, les Avaris finirent par devenir presque invisibles. Ainsi s'opéra leur lente disparition. Non pas une extinction, mais une dilution. On raconte qu'ils survécurent jusqu'aux âges plus tardifs, mêlés à d'autres cultures, confondus dans les forêts, ou partis vers des terres que nul chroniqueur n'a jamais décrites. Leur présence dans l'histoire est une silhouette à la lisière du récit principal, discrète, mouvante, essentielle pour celui qui sait lire entre les lignes. Les Avaris ne quittèrent jamais vraiment la terre du milieu, c'est simplement le regard des autres qui cessa de les voir. Dans le grand tissu de la terre du milieu, les Avaris occupent une place paradoxale, toujours présent mais presque jamais célébré. Leur héritage, pourtant, est bien plus profond que ce que laissent entendre les récits officiels. Si les Avaris ne bâtirent ni royaume étincelant ni monument impérissable, ils offrirent quelque chose de plus discret, mais d'essentiel, la continuité. En refusant de quitter la terre du milieu, ils en devinrent les gardiens silencieux, ceux qui observaient ces transformations avec une constance que les Eldar, partis vers l'ouest, n'auraient jamais pu maintenir. Ils préservèrent d'anciennes traditions, des langues fragmentées, des savoirs pratiques que l'on ne retrouve dans aucune chronique, mais qui influencèrent subtilement les cultures elfiques restées à l'est. Leurs échanges indirects avec d'autres peuples, hommes, Nandor, Sindar isolés, contribuèrent à diffuser une vision du monde moins hiérarchique, plus organique. Dans leurs légendes, tout être vivant possédait une place légitime et la nature n'était pas un décor, mais un partenaire. Cette manière d'appréhender Arda survécut dans les habitudes de certains clans sylvains, dans l'art du silence des Lacandis et jusque dans les savoirs pratiques de communautés humaines, des territoires et forestiers. L'influence des Avaris était une graine, modeste mais tenace. Si Tolkien les laissa volontairement dans l'ombre, ce n'est pas par négligence, c'est parce que les Avaris représentaient dans son œuvre un contrepoint essentiel, celui des chemins refusés, des histoires qui échappent aux grandes lumières. Leur mystère renforce celui de la terre du milieu elle-même. Là où les Noldor incarnent la tragédie éclatante, les Avaris incarnent la persistance discrète. Là où les Sindar tissent des royaumes élégants, les Avaris tissent des traces éphémères. Ils sont la part du monde qui demeure volontairement hors du récit,
comme une chambre secrète que même les lecteurs les plus assidus ne peuvent qu'entrevoir. Leur symbolisme est triple. D'abord la liberté, car aucun autre peuple elfique ne poussa aussi loin le refus d'obéir à une autorité jugée trop lointaine. Ensuite, la résistance, celle qui ne se manifeste pas par les armes ou les serments, mais par la persévérance silencieuse de rester soi-même malgré les pressions du monde. Enfin, le prix de l'isolement, car en rejetant la lumière de Valinor, ils rejetèrent aussi un avenir de gloire, de mémoire préservée et de rôle clairement défini. Leur liberté fut réelle, mais elle les mena à une sorte de disparition tranquille, comme si leur autonomie les avait condamnés à ne survivre qu'en fragments. Et c'est là que réside la grande leçon que leur absence murmure à propos du destin des elfes. Tous, qu'ils soient Kalakandi ou Morikandi, brillants ou discrets, portent en eux une mélancolie profonde, celle d'un monde qu'ils voient s'éloigner. Les avaries, qui n'ont jamais connu la lumière des arbres, vivent cette mélancolie différemment, mais ils n'y échappent pas. Leur silence, leur effacement progressif révèlent que les elfes, même les plus libres, sont voués à devenir des ombres dans une histoire qui finira par ne plus appartenir qu'aux hommes. Les avaries ne disparaissent pas, ils glissent simplement hors du regard, comme si la terre du milieu refermait doucement le livre de leur existence. Ainsi, leur héritage n'est pas seulement culturel ou mythologique, il est émotionnel. Il nous rappelle que toute lumière projette une ombre, que toute grande histoire laisse derrière elle des chemins oubliés et que ces chemins valent autant d'être racontés que les récits des rois et des héros.